Ils sont là-bas, cachés dans l'immensité de l'espace. Des planètes si étranges que même la science-fiction n'a pas pu les imaginer. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques découvrent de nouveaux mondes au-delà de notre système solaire. Des lieux où la glace est brûlante et la pluie est faite de fer. Ce sont des mondes inexplorés, distincts, imprévisibles. Et quelque part, cachés parmi ces nouveaux mondes mystérieux, les scientifiques poursuivent la plus grande découverte de toutes. Des planètes comme la nôtre, des terres extrasolaires, des mondes infinis. La recherche de mondes extrasolaires. Centre spatial Kennedy, Floride, 6 mars 2009. La fusée Delta II passe les dernières vérifications de sécurité. C'est le début d'une mission extraordinairement ambitieuse. L'Observatoire spatial Kepler recherche des planètes similaires à la Terre dans une région formée par 100 000 étoiles. C'est l'aboutissement d'un voyage qui a commencé il y a plus d'une décennie avec l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de l'histoire, les Alpes de Haute-Provence, France, 1995. L'astronome suisse Michel Mayor et son équipe observent régulièrement des étoiles de la constellation de Pégase, située à 50 années-lumière. Mais leurs instruments révèlent quelque chose d'étrange. Une étoile tremble et se déplace violemment. Nous avons découvert que la vitesse d'une de ces étoiles changeait au fil du temps. Qu'est-ce qui peut être suffisamment puissant pour perturber une étoile de la taille de notre Soleil? La réponse de Mayor est une idée radicale. Une planète. Mais personne n'a jamais observé une planète orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil. Le problème pour détecter une planète en orbite autour d'une autre étoile réside dans le fait que, lorsque la planète se déplace près de l'étoile, sa lumière est aveuglée par l'éclat de cette dernière. Malgré les difficultés, Mayor fait confiance à ces données et insiste sur le fait que ces mouvements violents sont causés par la force gravitationnelle exercée par la planète. J'étais très sceptique lorsque j'ai lu les déclarations de Michel Mayor. Il avait été annoncé à plusieurs reprises, à tort, la découverte d'une planète en orbite autour d'une étoile. Alors je me suis dit, voilà, ça recommence. J'ai décidé d'observer cette étoile pendant 4 nuits et, à ma grande surprise, l'étoile bougeait comme Michel Mayor l'avait dit. Lui et son collègue Didier Queloz annoncent leur découverte. La nouvelle bouleverse la communauté scientifique. Pour la première fois, il y avait des preuves vérifiables et reproductibles de l'existence d'une planète en orbite autour d'une étoile similaire au Soleil. Officiellement dénommée 51 Pégasi B, la planète fut surnommée Bellerophon, en l'honneur du héros grec qui dompta Pégase, le cheval ailé. C'est une planète qui défie toutes les règles. Bellerophon orbite très près de son étoile brûlante à environ 1800 degrés Fahrenheit. Sa masse est presque 150 fois celle de la Terre, et c'est un géant gazeux, comme Jupiter. Un géant gazeux est une planète composée d'hydrogène et d'hélium. Seules les couches extérieures sont gazeuses, mais à l'intérieur, les pressions énormes compriment l'hydrogène et l'hélium. Il est complètement différent de tout objet de notre système solaire. C'est un type de planète entièrement nouveau, ce que les scientifiques appellent un Jupiter chaud. C'est comme quand vous allez à Hawaï et voyez la lave se répandre. C'est un Jupiter chaud, très, très chaud. La Terre est située à 150 millions de kilomètres du Soleil, la distance idéale. Ces Jupiters chauds sont 100 fois plus proches et par conséquent, la quantité de lumière solaire qu'ils reçoivent est 10 000 fois supérieure. Cela représente une étoile, et ceci un Jupiter chaud. Un Jupiter chaud est à une distance de 3 à 4 diamètres stellaires de l'étoile, c'est-à-dire 1, 2, 3. C'est ainsi qu'un Jupiter chaud se situe près de son étoile. Les Jupiters chauds sont soumis à la force de marée de l'étoile, de sorte qu'ils montrent toujours la même face à leur étoile, tout comme la Lune et la Terre. Sur une face, il fait toujours jour, et sur l'autre, il fait toujours nuit. Si je devais tomber sur un Jupiter chaud, je préférerais que ce soit sur la face cachée et que quelque peu de chaleur atteigne cet endroit éloigné de l'étoile. La variation thermique fait que l'atmosphère de Bellerophon est extrêmement venteuse. L'air chauffé par l'étoile monte et l'air plus froid descend pour le remplacer, tout comme sur Terre. Le vent hurle à des milliers de kilomètres à l'heure, avec une force que nous ne pourrions supporter. Les températures élevées empêchent la formation de vapeur d'eau, mais cela ne signifie pas qu'il ne pleut jamais. La température est trop élevée pour que des nuages se forment, même pour que l'eau apparaisse, mais à sa place, des nuages de fer pourraient se former. La vapeur de fer se forme à des températures beaucoup plus élevées que la vapeur d'eau. C'est pourquoi les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. Il vaudrait mieux avoir un parapluie très résistant. Le fer tombera sur le parapluie, le recouvrant rapidement jusqu'à ce que son poids le brise.
Au plus haut, des rideaux colorés dansent dans le ciel. Les particules chargées d'électricité provenant de l'étoile voisine rendent les aurores plus intenses que l'aurore boréale terrestre. Il y a quelque chose de plus singulier encore dans ce monde récemment découvert. Bellérophon boucle son orbite autour de son Soleil en seulement 4 jours brûlants. Aucune planète digne de ce nom ne fait le tour de son étoile en 4 jours. Aucune planète de notre système solaire ne prend si peu de temps. Pour les scientifiques, cette orbite minuscule représente un défi pour l'idée communément acceptée de l'origine des planètes. Que la planète boucle son orbite tous les 4 jours posait une énigme, jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de la nuit, je me dise que cela prouve que ces planètes migrent vers l'intérieur. Elles ne restent pas immobiles où elles sont. La clé de l'énigme réside dans la façon dont les planètes se forment. Les planètes sont un sous-produit de la formation des étoiles. Lorsqu'une étoile naît, un disque de poussière et de petits astéroïdes se forment. Une grande partie de ce que nous savons provient du télescope spatial Hubble et de son exploration de la nébuleuse de l'Aigle. Cet amas d'étoiles, parsemé de disques de poussière et de gaz, est en train de s'effondrer. Au centre du disque, une énorme concentration de gaz et de poussière s'est formée. Les températures atteignent les 18 millions de degrés brûlants et une énergie équivalente à la fusion nucléaire qui alimente notre Soleil est libérée. Une étoile est née. La radiation des étoiles produit un vent solaire qui disperse la poussière. Une partie de cette poussière survit et reste en orbite autour de l'étoile nouvellement née. Au fil des millions d'années, la poussière se compacte pour former des nodules qui deviennent des astéroïdes, lesquels à leur tour se transforment en planètes. Ces planètes migrent à travers le disque jusqu'à trouver une orbite stable. C'est pour cette raison que Bellérophon se trouve si près de son étoile mère. Mais il y a un monde récemment découvert qui a trouvé une orbite stable, à un endroit où une planète ne devrait jamais se trouver. 2001, le télescope spatial Hubble se dirige vers une étoile sombre de la constellation de Pégase, à 150 années-lumière de la Terre, la même région où, 6 ans auparavant, Bellérophon avait été découvert. Hubble poursuit un autre Jupiter chaud, découvert par l'astronome Geoff Marcy, mais celui-ci est différent de Bellérophon. Vous avez sûrement entendu parler de la planète HD 209458b. C'est un nom affreux. Un nom affreux pour un endroit affreux. HD 209458b a été surnommé Osiris, le dieu égyptien de la mort, par ses découvreurs. La masse d'Osiris est 200 fois supérieure à celle de la Terre. Cette planète a migré dangereusement près de son Soleil, à seulement 6,5 millions de kilomètres de sa surface brûlante. Osiris brûle dans un enfer planétaire, avec une température quotidienne moyenne supérieure à 2000 degrés. Pas de réchauffement climatique ici, c'est de la combustion globale, CE qui fait qu'Osiris perd 550 000 tonnes d'air par seconde. Il y a une fuite de gaz, un flux constant d'hydrogène et d'hélium, formant un immense nuage autour de la planète. Son atmosphère se vide dans l'espace. Les scientifiques supposent qu'une traînée démesurée en forme de spirale de gaz se cache derrière la planète. Osiris représente une opportunité sans précédent pour les astronomes. Grâce à Hubble, ils peuvent analyser l'atmosphère dilatée de cette planète extrasolaire. Pour la première fois, nous pouvons connaître la composition de l'atmosphère d'une planète extrasolaire. À notre grande surprise, Hubble trouve de nombreux éléments chimiques de base nécessaires à la vie. Le sodium, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Mais la température sur Osiris est trop élevée pour la vie telle que nous la connaissons. Il pourrait exister des formes de vie différentes, capables de survivre à des températures plus élevées. Mais il n'y a pas de surface solide. Comment savons-nous qu'il existe un Jupiter chaud? Cette forme de vie serait donc limitée à des microbes minuscules flottant dans l'aérosol. L'atmosphère de notre planète est remplie de vie, mais la vie n'est pas née là-bas. C'est pourquoi il ne peut y avoir de vie sur les Jupiters chauds. Les astronomes ont trouvé de nombreux Jupiters chauds depuis la découverte de Bellérophon en 1995. Mais les conditions excluent ces planètes comme des lieux où le drame de la vie pourrait se déployer. L'un de ces géants gazeux est une planète qui défie toutes les lois de l'évolution. Californie. L'astronome Geoff Marcy a fait une découverte surprenante sur une planète en orbite autour de 16 Cygni b, une étoile située dans la constellation du Cygne, à 70 années-lumière. Il était évident qu'elle avait une orbite allongée qui rapproche la planète, puis l'éloigne de l'étoile hôte. Cela, bien sûr, représentait un défi pour toutes nos idées basées sur notre système solaire, dans lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil en orbite presque circulaire, comme les sillons d'un disque. Tout comme un yo-yo spatial géant, le géant gazeux se déplace en avant et en arrière dans son système solaire. C'est comme si chaque année, la Terre s'approchait à toute vitesse à 40 millions de kilomètres du Soleil pour, une fois passé Mars,
s'éloigner en direction de Jupiter. Et comme tous les géants gazeux de notre système solaire, cette planète yo-yo aurait son propre cortège de lunes. Marcy pense que l'une de ces lunes pourrait ressembler à la Terre. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Imaginons une lune rocheuse avec une surface avec des lacs, des océans, peut-être des ruisseaux et des cascades. La Lune tournerait autour de sa planète et les deux autour de l'étoile haute. Contrairement à la Lune sans air qui tourne autour de la Terre, cette Lune est un monde avec des saisons extrêmes. Sur notre planète, les saisons sont causées par l'inclinaison de l'axe de la planète. Dans ce cas, c'est son orbite allongée qui en est responsable. Ces pauvres planètes avec des orbites elliptiques allongées subissent des changements climatiques violents tout au long de l'année. Au point le plus proche de l'orbite, l'étoile brûle la planète yo-yo et sa Lune. Et l'été commence. L'atmosphère sur la Lune, semblable à la Terre, est balayée par des tempêtes violentes. Un ouragan de catégorie 5 sur Terre n'est qu'un tourbillon doux comparé aux immenses tourbillons qui se forment ici. Les nuages se condensent à mesure que l'eau s'évapore, les températures montent rapidement, l'eau et les gaz se réchauffent et les océans bouillonnent, se transformant en vapeur. C'est comme un immense sauna dans la fournaise de l'été. La Lune suffoque à 800 degrés, au point le plus proche de l'étoile sur une orbite de 26 mois. L'été ne dure que 2 mois, mais quel été! La planète et sa Lune s'éloignent du four de l'étoile. Les températures baissent à des niveaux que nous trouverions modérés et confortables. Avec l'arrivée de l'automne, les pluies reviennent sur la Lune, assoiffées et réchauffées. Les bassins secs des océans se remplissent à nouveau et des mers émergent pour former de nouvelles côtes. Le calme s'impose à mesure que la planète yo-yo et sa Lune glissent dans les profondeurs de l'hiver glacial et sombre. Les températures atteignent environ moins 260 degrés. Les océans gèlent et les calottes polaires s'étendent sur la surface de la Lune, la recouvrant d'une couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres. L'hiver est long, il dure 17 mois. Au printemps, le soleil se rapproche du ciel de cette Lune désolée et les glaces se brisent et fondent violemment. D'immenses icebergs traversent un océan tempétueux en expansion. Pendant 2 périodes précieuses et brèves, lors du dégel du printemps et des pluies d'automne, le climat de cette Lune semblable à la Terre est tempéré et agréable. À 150 millions de kilomètres de l'étoile, soit à peu près la même distance qui sépare le Soleil de la Terre, l'orbite elliptique de cette planète et de sa Lune autour de l'étoile traverse une région que certains scientifiques appellent la zone habitable. Les conditions ici sont tout simplement parfaites pour la vie. Si vous êtes trop près de l'étoile, la chaleur est excessive. Et si vous êtes trop loin, alors le froid est excessif et tout gèle. Mais si vous êtes juste au milieu, c'est parfait. Toutes les étoiles ont une zone habitable, et l'emplacement de cette zone dépend de la taille et de la température de l'étoile. Dans notre système solaire, Vénus marque la limite intérieure et Mars la limite extérieure. La Terre, avec son abondante vie, se trouve juste au milieu. La Lune de la planète yo-yo entre dans la zone habitable 2 fois par an. Au printemps, pendant 3 mois et demi lors de son approche, et en automne, pendant 3 mois et demi lors de son retour rapide vers les confins les plus froids de l'espace. La vie pourrait-elle survivre aux conditions existant en dehors de la zone habitable? Pourrait-il exister des êtres vivants suffisamment intelligents pour survivre à ces conditions, tout comme certains animaux terrestres le font pendant l'hiver? Cela peut sembler fantaisiste, mais je voudrais rappeler les zones de marée sur notre planète. La vie sur les rivages est très riche malgré les marées. De nombreux êtres vivants se trouvent sous l'eau lorsque la marée monte. Mais lorsqu'elle se retire, ces animaux survivent parfaitement. Le cycle orbital étrange de la planète yo-yo crée des conditions fugaces idéales pour la vie, mais aussi pour la mort. Certaines planètes extrasolaires sont encore plus surprenantes. Imaginons un monde sans étoiles autour duquel orbiter. Les scientifiques spéculent sur l'idée qu'il existe dans notre galaxie de nombreuses planètes errantes voyageant à la dérive dans les ténèbres de l'espace interstellaire. Ce sont des mondes orphelins, des planètes expulsées de leur système solaire par le chaos de la migration planétaire. Les astronomes appellent ces mondes des planémos, des planètes sans étoiles qui voyagent à la dérive dans la galaxie indéfiniment. Quelle force gigantesque pourrait expulser une planète de son système solaire? Lorsqu'une jeune étoile se forme avec un contingent de planètes autour d'elle, beaucoup de ces planètes interagissent gravitationnellement, s'accélérant au point que l'une d'elles est éjectée du système planétaire, expulsée de l'île, pour ainsi dire. Si vous aviez la malchance de vivre sur une planète expulsée par une collision ou par une quasi-collision avec un autre grand objet, il est probable que vous quitteriez rapidement la zone habitable. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il existe des centaines de milliards de planètes vagabondes sans étoiles maternelles pour les réchauffer.
froids, sombres, silencieux. Les planémos n'ont pas de soleil. Ce sont des mondes sans jour ni année. Ils vivent en veille, dans une nuit éternelle. Les planémos sont des vagabonds solitaires, les sentinelles des galaxies. Mais le fait qu'une planète dérive dans l'espace ne signifie pas qu'elle est morte. Il pourrait bien y avoir de la vie sur un petit planémo rocheux sans atmosphère, hibernant dans le froid extrême, plus froid que le jour le plus glacé de notre pôle sud. Mais un planémo suffisamment grand pour retenir l'atmosphère conservera la chaleur générée lors de la formation de la planète. C'est l'effet de serre parfait. La chaleur et l'énergie émanent du noyau en fusion dans les profondeurs de la planète solitaire. Si le planémo est un géant gazeux comme Jupiter, il pourrait avoir un système de lunes. La force gravitationnelle entre un planémo et ses lunes produit de la friction, de sorte que la Lune conserverait de la chaleur en son intérieur. Ces lunes pourraient abriter la vie, tout comme Io, la lune de Jupiter, qui possède des volcans et beaucoup d'énergie thermique générée par l'interaction avec Jupiter et ses autres lunes. Si quelque chose vit ici, ce ne serait que des cellules simples, comme les bactéries communes de notre planète, pas des formes de vie complexes. Sans un soleil pour permettre la photosynthèse, ces minuscules organismes tireraient leur énergie des substances chimiques présentes à la surface de la planète ou de sa lune. Sur Terre, il existe des conditions similaires. Des colonies de bactéries ont été découvertes dans des galeries profondes de mines africaines, sans aucune lumière, vivant exclusivement grâce aux substances chimiques qu'elles fabriquent à partir du sol où elles vivent. Leur métabolisme est extrêmement lent et elles se reproduisent une fois tous les 1000 ans. Si la vie existe sur un planémo sans soleil, ceux pourraient être des organismes comme ceux-ci, abandonnés lorsqu'ils étaient jeunes planètes. Alors que les planémos sommeillent paisiblement, un monde a été secoué par des changements chaotiques depuis le début des temps. 2003. Les astronomes confirment l'existence d'une véritable relique des origines du monde dans la constellation du Scorpion. La plupart des planètes connues en dehors de notre système solaire se trouvent dans le disque principal de notre galaxie, mais ce monde se trouve bien au-dessus du disque de la Voie lactée, dans un amas formé par 10 000 étoiles primordiales. La planète PSR B 162026 est plus connue sous son surnom de Mathusalem, en référence au personnage le plus âgé de la Bible. La raison pour laquelle on l'appelle planète Mathusalem est que l'amas a environ 12 milliards d'années. La Terre est une planète adolescente comparée à l'ancien Mathusalem. Environ 8 milliards d'années avant la formation de la Terre, Mathusalem était un jeune géant gazeux avec des tempêtes furieuses et un cortège de lunes. Les éons passent. Les vents et les tempêtes s'apaisent, laissant derrière eux un monde silencieux et paisible. Soudain, 2 étoiles apparaissent dans le ciel. Ce sont les noyaux éteints d'étoiles mortes depuis longtemps, pourchassant l'amas dans le milieu très dense d'un amas globulaire. Il y a de nombreuses collisions et quasi-collisions interstellaires, des systèmes où une étoile est éjectée et une autre capturée. C'est une danse cosmique de gravitation similaire à la migration des planètes. Une des étoiles est éjectée et remplacée par l'étoile mère de Mathusalem. Mathusalem est maintenant une planète avec 2 soleils. Chaque jour, le jour se lève et se couche 2 fois. Les nuages et tous les objets projettent 2 ombres. Avec le temps, l'étoile mère originelle commence à se dilater, signe que sa vie touche à sa fin. Elle gonfle jusqu'à devenir une géante rouge. Puis, elle est engloutie par une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons dévore la géante rouge. Mathusalem est maintenant un monde pris au piège des squelettes de 2 étoiles mortes, le noyau nu de la géante rouge et son compagnon, l'étoile à neutrons pulsante. Mathusalem est un survivant, mais aussi étrange que soit son passé, rien ne se compare à l'étrange anomalie d'un pulsar situé à 980 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. À distance, un pulsar était comme une lumière clignotante, mais de près, les pulsars bombardent leur environnement de radiation létale. Ce n'est pas un endroit pour une planète. Pourtant, quelque chose interfère avec la précision de ce pulsar. Une explication possible est que l'anomalie est causée par une planète, mais la plupart des astronomes doutent que des planètes puissent exister en orbite autour d'un pulsar. La raison pour laquelle cela pose un problème est que les pulsars se forment lors d'une explosion immense. Quand une étoile géante rouge explose, l'énorme boule de feu appelée supernova libère autant d'énergie en 1 minute que notre Soleil pendant toute sa vie. L'onde de choc de la supernova est si vaste qu'il est difficile d'imaginer qu'une planète puisse y survivre. Lorsque la poussière cosmique se dissipe, il ne reste que le noyau écrasé de la géante rouge, pulsant au cœur d'un champ de débris en expansion. La matière projetée dans l'explosion colossale est attirée de nouveau vers le pulsar, formant un disque. Du chaos émerge un nouveau monde,
née du feu et de la destruction. Une planète zombie surgit du cadavre de CE qui était autrefois une étoile géante rouge. Il est étonnant que des planètes puissent se former. Sur une planète en orbite autour d'un pulsar, vous auriez l'impression d'être dans une discothèque avec une lumière stroboscopique très intense. Les radiations émises par ce monstre stellaire dissocient les molécules organiques nécessaires à la vie. Le pulsar a des champs magnétiques très puissants qui sont entraînés dans la rotation de l'étoile, capturant tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, électrons, protons, les projetant vers l'extérieur à grande vitesse, avec plus de force que le vent solaire. Je ne peux même pas imaginer qu'il y ait une possibilité que la vie la plus simple, microbienne, puisse surgir et prospérer sur une planète proche d'un pulsar. En gros, tout. Ce qui se trouve dans le champ du pulsar reçoit une quantité excessive d'énergie, et ce qui est en dehors n'en reçoit aucune. La découverte de planètes pulsars montre comment de nouveaux mondes peuvent se former dans le sillage de la destruction d'une étoile. Peu importe où naît une planète, le processus de sa naissance est toujours plein de dangers. Parfois, la violence est si grande que la fin du monde survient avant même son début. 2007. Les astronomes du télescope géant Gemini Nord font une étrange découverte dans l'amas des Pléiades, à 400 années-lumière de la Terre. Une étoile connue uniquement par son numéro de catalogue, HD 23514, est entourée par un nuage de gaz et de poussière en forme de beignet. L'étoile au centre du beignet a 100 millions d'années, un jeune poussin cosmique en termes astronomiques. Notre Soleil est 45 fois plus vieux. Les conditions sont parfaites pour la formation de planètes. Mais l'analyse spectrale révèle quelque chose d'étrange. La poussière est complètement pulvérisée. Habituellement, les jeunes étoiles sont entourées de planètes en formation. La planète se forme autour de la jeune étoile, dans un disque protoplanétaire de gaz et de poussière, puis continue en toute confiance son chemin en orbite sans se rendre compte qu'elle est trop près d'une autre planète. Il y a des millions d'années, deux planètes primitives en orbite autour de HD 23514 se dirigent vers leur fin. À mesure que les deux mondes se rapprochent, la force de marée façonne les sphères planétaires en une forme ovoïde. Rien ne subsiste. Les deux mondes sont détruits, générant la poussière et les astéroïdes découverts autour de l'étoile HD 23514. Il y a 4 milliards d'années, une apocalypse similaire s'est produite sur Terre. Une planète de la taille de Mars se forme en orbite autour de la Terre nouvellement née. Tout comme les planètes autour de HD 23514, la Terre et CE corps de la taille de Mars se dirigent vers une collision certaine. Si vous aviez la malchance de vous trouver sur cette planète en formation en train de devenir la Terre, vous vous réveilleriez un matin pour découvrir que le ciel s'assombrit de plus en plus et qu'en moins d'une heure, un corps de la taille de Mars s'écrase sur vous. L'onde de choc résultant de la collision se fait sentir sur toute la planète. La surface terrestre est ravagée, un côté de la planète est détruit, des roches en fusion se dispersent dans l'espace, et toute la planète est recouverte de météorites et de gaz toxiques. L'enfer, à côté de cela, ressemble à des vacances aux Bahamas. Les astéroïdes issus de la collision se fusionnent pour former notre Lune. C'est une nouvelle planète. Les collisions font partie du processus de formation des systèmes planétaires. Une planète solide serait le résultat de la fusion de fragments de roches. Partout dans la galaxie, des fragments de roches entrent en collision et forment des mondes semblables à la Terre qui défient l'imagination. Il existe une nouvelle planète là-bas, une planète dont nous ignorions l'existence. Ce n'est pas seulement une planète, c'est un nouveau type de planète, la Terre sous stéroïdes. J'aime les appeler des super-terres. Elles sont comme la Terre, sauf que leur masse est 10 fois celle de notre planète. Une des familles de super-terres possède des continents et des océans comme notre monde, une autre pourrait être très sèche comme Mars. Et il existe une autre famille que nous appelons des mondes aquatiques ou des planètes océaniques, entièrement recouvertes d'eau. Bienvenue sur Gliese 581c. Cette planète a été découverte par Michel Mayor et, avec deux autres planètes, elle tourne autour d'une étoile minuscule située dans la constellation de la Balance, à seulement 20 années-lumière de distance. C'est l'une des plus petites planètes rocheuses découvertes en dehors de notre système solaire. Mais cela ne signifie pas que Gliese 581c soit petite. C'est toujours une super-Terre avec une masse 5 fois plus grande que celle de notre planète. Mais c'est la possibilité qu'elle contienne de l'eau qui passionne les scientifiques. Une planète océanique, c'est comme être au milieu de l'océan Pacifique, tout autour de vous, à perte de vue, il y a des nuages blancs et duveteux et un ciel bleu au-dessus de votre tête. Les vents sur le monde océanique seraient similaires à ceux de la Terre. C'est donc un endroit parfait pour la navigation. Le temps est absolument parfait. Le ciel est toujours bleu et le soleil reste au même endroit.
En tant que météorologue, c'est un rêve. Il n'y a pas de terre en vue, même à des kilomètres de profondeur. La couche d'eau est très profonde, au moins un quart de la profondeur de la planète. La pression augmente à mesure que nous plongeons dans les profondeurs marines. À 12 000 mètres, nous atteignons la profondeur maximale des océans terrestres. En franchissant la barre des 33 000 mètres, la pression devient si forte que l'eau commence à adopter de nouvelles formes étonnantes. À une profondeur 10 fois supérieure à celle de l'océan le plus profond de la Terre, nous atteignons le fond. Lorsqu'il y a une masse d'eau énorme, la pression au fond de l'océan est très élevée, bien au-delà d'1 million d'atmosphères, et cette pression comprime l'eau de l'océan dans un état que nous appelons la glace 7. Non, ce n'est pas comme la glace de votre congélateur. Les molécules d'eau qui forment la glace de votre réfrigérateur sont désordonnées. Mais si vous faites de la glace à des pressions très élevées, alors les molécules d'eau s'ordonnent, s'alignant même. Ce cristal est très similaire à la glace. C'est du halite, aussi connu communément sous le nom de sel minéral. La glace 7 pourrait exister dans notre système solaire. Europe, une lune de Jupiter, pourrait être recouverte d'un manteau d'eau emprisonné sous une épaisse croûte de glace. La pression de la croûte est si grande qu'il pourrait y avoir de la glace 7 dans les profondeurs de CMRs inexplorées. Si nous agrandissions et décongelions Europe, le résultat pourrait être un monde aquatique semblable à Gliese 581c. On peut penser que la vie pourrait avoir émergé dans un monde aquatique. Après tout, l'eau est essentielle à la vie sur Terre. Sur notre planète, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il est impossible de trouver une goutte d'eau stérile sur Terre, à moins que vous ne la placiez vous-même. Dans ce monde aquatique, il pourrait y avoir des bactéries ou une forme de vie océanique. Mais toutes les super-terres ne sont pas des mondes aquatiques où la vie prospère. Eh bien, lorsque nous parlons de super-terres, nous parlons principalement de deux types, rocheuses avec de l'eau et recouvertes d'eau dans un océan sans fin. Mais aux deux précédents, nous devons ajouter une troisième famille rare de super-terres, les planètes de carbone. Une planète de carbone ne ressemble à rien de ceux que nous avons pu voir auparavant. C'est un endroit avec une chimie différente, mais rempli de trésors très terrestres. Dans notre galaxie, il y a des planètes désolées, pauvres et inhospitalières. Mais la science suit la trace d'un nouveau type de planète, un monde rempli de trésors. Dans notre système solaire, notre Soleil et toutes les étoiles voisines contiennent toujours plus d'oxygène que de carbone. Mais si nous imaginons un endroit dans l'univers avec plus de carbone que d'oxygène, la formation de la planète sera très différente. L'analyse spectrale montre que le carbone est plus abondant à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Les planètes formées là-bas pourraient être très riches en carbone. Le ciel du matin sur une planète de carbone serait tout sauf bleu cristallin. J'imagine une brume jaune avec des nuages noirs de suie. Et à mesure que nous entrons et descendons dans l'atmosphère, j'imagine des lacs remplis de composés comme le méthane ou l'essence. J'imagine des puits bouillonnants et nauséabonds, d'un liquide sombre comme du pétrole, avec peu ou pas d'eau dans l'atmosphère. L'air est constitué de composés carbonés, butane, pentane, benzène, des composés du carbone que l'on sépare en raffinant l'essence. Un jour, il peut pleuvoir du benzène, et le lendemain, malgré l'étrangeté des planètes de carbone, cela serait familier pour beaucoup, en raison de la qualité de leur air. L'air sur une planète riche en benzène ressemblerait à celui de Los Angeles, avec beaucoup de particules en suspension résultant des émissions des voitures auxquelles nous sommes malheureusement trop habitués. Malgré la pollution, les planètes de carbone pourraient avoir un côté positif et brillant. Il pourrait y avoir des diamants. En effet, la planète contient de grandes quantités de carbone. Et le carbone pur, soumis à des pressions élevées, se transforme en diamant. Les secrets de ces planètes exotiques attendent d'être découverts à travers la galaxie, mais les astronomes ne seront satisfaits que lorsqu'ils auront trouvé le Saint Graal, une planète comme la nôtre, où la vie est possible, la prochaine Terre. Les gens me demandent toujours si je pense que nous trouverons une planète semblable à la Terre, et je réponds, bien sûr. Il est très probable que toutes les étoiles aient des planètes de taille similaire à la Terre. Toutes les étoiles ont des planètes, ou des super-terres d'une masse similaire à celle de la Terre. S'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, il pourrait y avoir 400 milliards de terres. 400 milliards de terres. L'observatoire spatial Kepler a été le premier instrument capable de trouver l'une de ces planètes. Il observe les 100 000 étoiles de la constellation du Cygne dans le ciel nocturne, prenant une photo après l'autre, minute après minute. L'objectif de Kepler est simple, chercher des étoiles qui s'assombrissent. Parmi ces 100 000, lorsqu'une étoile s'assombrit brièvement, cela signifie qu'une planète est passée devant, bloquant partiellement sa lumière.
Le temps que l'étoile reste sombre et la quantité de lumière bloquée diront aux scientifiques la taille de la planète et la distance à laquelle elle se trouve de son Soleil. Une bonne comparaison est de chercher une petite poussière dans la lumière d'un phare que l'on voit à distance lorsqu'une mythe traverse. De même, la planète n'est qu'un petit point lorsqu'elle passe devant. C'est une technique très utile car elle nous permet de découvrir des planètes plus petites que la Terre, en orbite autour d'étoiles similaires au Soleil. C'est une technique qui a changé le cours de la science. Nous pensons pouvoir trouver une planète habitable dans les prochaines années. Les scientifiques estiment que la mission Kepler trouvera un minimum de 50 terres extrasolaires. L'une des grandes questions auxquelles tout chercheur de vie extraterrestre est confronté aujourd'hui est « Et si nous ne reconnaissions pas la vie, même si nous la découvrons ?» Les conditions sur une Terre extrasolaire pourraient faire évoluer la vie différemment. Mon espoir est que nous voyons un signe, quelque chose qui nous fasse dresser les cheveux sur la tête. Quel que soit ce signe, ce sera le premier chapitre de la plus grande histoire scientifique jamais racontée. Lorsqu'une étoile meurt, sa poussière fine et son gaz se dispersent dans l'espace. 16 morceaux d'étoiles se réunissent ensuite pour former de nouvelles étoiles. Dans le processus de mort et de renaissance d'une étoile, de nombreux nouveaux matériaux sont créés. Notre planète s'est formée à partir de matériaux de CE-type. Aujourd'hui, la Terre est débordante de vie. Nos corps et toutes les formes de vie portent l'empreinte d'une histoire stellaire inimaginablement vaste. L'or, symbole de richesse et de pouvoir, son éclat impérissable nous fascine depuis des siècles. Quiconque pourrait créer de l'or deviendrait immensément riche. Rêvant de richesse, les alchimistes ont essayé d'innombrables mélanges, croyant qu'ils pouvaient synthétiser de l'or et trouver la pierre philosophale. Au XVIIe siècle, un alchimiste né en Bohême, Hennig Brandt, a atteint le rang de noble à la cour en saupoudrant un produit spécial sur l'étain, créant ce qui semblait être des médaillons en or pur. 200 ans plus tard, les analyses ont révélé sa ruse ingénieuse. Les alchimistes n'ont jamais réussi à créer de l'or. Notre monde, béni par la nature, est fait de certains matériaux de base. Ces matériaux sont appelés éléments. Il y a plus de 90 éléments, allant du plus léger, l'hydrogène, au plus lourd, l'uranium. L'or est l'un de ces éléments. Tout ce qui nous entoure résulte de leur combinaison. Il y a environ 25 éléments considérés comme essentiels à la vie. Les alchimistes ont échoué dans toutes leurs tentatives de créer des éléments de manière artificielle. Même la technologie moderne ne peut créer de l'or. Pour créer un élément, il faut une énergie stupéfiante. Claro, à qui tienne la continuation? Pour créer un élément, il faut une énergie stupéfiante. Dans les laboratoires nationaux de Sandia, au Nouveau-Mexique, se trouve le centre de recherche sur la fusion, connu sous le nom de Machine Z. Cet appareil géant, de plus de 30 mètres de large, est capable de produire des températures et des pressions stupéfiantes. Une énergie équivalente à 50 milliards de watts est concentrée dans l'espace de la tête d'une épingle, générant une température de plusieurs millions de degrés. Dans cet environnement à température ultra élevée, les scientifiques tentent de fusionner les noyaux d'hydrogène, ce qui libère à son tour une énorme quantité d'énergie et crée un nouvel élément, l'hélium. En raison de leur charge électrique positive, les noyaux d'hydrogène se repoussent naturellement. Les forcer à s'unir et à fusionner nécessite une température similaire à celle du noyau du Soleil. À cette température, les noyaux d'hydrogène rebondissent à une vitesse incroyable, entrant en collision et fusionnant, ce qui permet de créer de l'hélium. Cette même réaction se produit dans le Soleil, où des flammes géantes éclatent en surface, tandis que les noyaux d'hydrogène se fusionnent dans son cœur incandescent. Cependant, l'hélium est le seul nouvel élément créé par le Soleil. Même le noyau du Soleil n'est pas capable de créer des éléments plus lourds que l'hélium. Pour créer des éléments plus lourds, comme l'or, des températures bien plus élevées que celles du Soleil sont nécessaires. Où et comment cet or, si prisé par l'humanité, s'est-il formé? Notre attention se tourne vers l'expansion de l'univers. Une piste était cachée dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le premier à le remarquer fut un fabricant de lentilles allemand, Joseph von Fraunhofer. Fraunhofer divisa la lumière en 7 couleurs, créant un arc-en-ciel dans son laboratoire. En observant cet arc-en-ciel avec un microscope, il remarqua quelque chose d'étrange. Entre les 7 couleurs, il y avait des lignes sombres. Le dessin de Fraunhofer est conservé au musée de Munich. Ce spectre qu'il a dessiné condense 10 ans d'observations minutieuses. Il a méticuleusement dessiné des lignes noires sur les bandes des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. En tout, il y a 574 lignes. Que représentent ces lignes? Fraunhofer a consacré sa vie à résoudre ce mystère, mais il n'a jamais trouvé la réponse. Le mystère ne fut résolu qu'un demi-siècle après la découverte de Fraunhofer.
Ces lignes noires indiquent la présence d'éléments. Si l'on brûle un élément, comme le sodium, devant une source de lumière, telle que le soleil, et que l'on observe la lumière émise après son passage à travers la flamme, lorsqu'un prisme divise cette lumière en ces 7 couleurs, une ligne noire apparaît entre le rouge et le jaune. Cette ligne noire indique la présence de l'élément sodium. Dans le dessin de Fraunhofer, une ligne noire apparaît à la même position, ce qui nous permet de savoir que le Soleil contient également du sodium. Les autres lignes noires du dessin montrent que le Soleil contient d'autres éléments en plus du sodium, comme l'hydrogène, marqué d'un C, ou le fer, marqué d'un E. Ainsi, en observant simplement la lumière qui nous parvient, il est possible de savoir quels éléments sont présents dans le Soleil. Voici les résultats des observations du Soleil avec la technologie moderne. Les lignes noires que Fraunhofer avait dessinées sont maintenant représentées sous forme de graphiques. Les différents pics du graphique indiquent la présence de différents éléments. Cette portion indique la présence d'or. Le graphique nous montre la grande variété d'éléments présents dans le Soleil. Le Soleil contient une grande diversité d'éléments, mais nous savons que le Soleil ne crée qu'un seul élément, l'hélium. Alors pourquoi y a-t-il tant d'éléments dans le Soleil? Est-ce que tous ces éléments existaient au début de l'univers? L'observatoire de Las Campanas, situé à 2400 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, au Chili, en Amérique du Sud, bénéficie de la sécheresse et de la stabilité de l'air, ainsi que de son éloignement des lumières des villes, pour offrir les plus beaux ciels nocturnes de la Terre. Chaque nuit, ce télescope de pointe, équipé d'un miroir géant capable de capter la lumière la plus faible, est tourné vers le ciel pour résoudre les mystères de l'univers. Pour comprendre comment était l'univers dans ses débuts, l'astronome de l'observatoire de Carnegie, Andrew McWilliam, a cherché des étoiles bien plus anciennes que le Soleil, des étoiles nées juste après la création de l'univers. Il s'est rendu compte que s'il pouvait trouver de telles étoiles, elles pourraient nous révéler des détails sur les débuts de l'univers. Après 10 ans d'observation de plusieurs millions d'étoiles, McWilliam a finalement trouvé les étoiles qu'il cherchait. L'une de ces étoiles, très éloignée du centre de la Voie lactée et non particulièrement remarquable, figure dans le catalogue des étoiles sous le nom de CS 22892, 052. En étudiant son âge, il a découvert qu'elle avait environ 15 milliards d'années, une étoile extrêmement vieille, formée au début de l'univers. La méthode utilisée pour mesurer les âges repose sur les éléments radioactifs, le thorium et l'uranium. La période de demi-vie de l'uranium est de 5 milliards d'années, et celle du thorium est de 5 milliards d'années. De cette manière, nous pouvons établir l'âge de ces étoiles, qui sont parmi les plus vieilles, entre 12 et 15 milliards d'années. Lorsqu'on a examiné en détail la lumière émise par ces étoiles, un détail étrange est apparu. Ces graphiques montrent que ces étoiles ne contiennent que de l'hydrogène et de l'hélium. Par contraste, le graphique de notre Soleil montre une présence beaucoup plus variée d'éléments. Cela démontre qu'il y a 15 milliards d'années, au début de l'univers, il n'y avait presque aucun autre élément que l'hydrogène et l'hélium. L'étoile vieille est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, avec seulement une infime fraction du métal que contient le Soleil. Cela signifie qu'à l'époque où cette étoile s'est formée, il y avait très peu de métal dans la galaxie, bien moins qu'on en trouve dans le Soleil. Cette représentation montre de manière spectaculaire comment le contenu en métal de la galaxie a évolué de 15 milliards d'années à 5 milliards d'années. Cela signifie que dans les étoiles anciennes, dans les premières galaxies, il n'y avait pas beaucoup de métal. Or, il faut des métaux et des éléments réfractaires comme le silicium pour créer des roches et des planètes terrestres comme la Terre. Au début, la probabilité de formation de planètes comme la Terre était beaucoup plus faible qu'il y a 5 milliards d'années lorsque le Soleil s'est formé. Les éléments n'ont pas toujours été présents en aussi grande quantité dans l'univers. Quel était l'univers il y a tant milliards d'années lorsque notre système solaire s'est formé il y a 6 milliards d'années? Notre système solaire s'est formé grâce à l'accumulation d'une grande quantité de poussière et de gaz. Une partie de la poussière qui a formé le système solaire est restée inchangée à l'intérieur des météorites. Cette poussière est analysée à l'Institut Carnegie de Washington. Elle a au moins 5 à 6 milliards d'années. Il est stupéfiant que nous ayons pu conserver ces données dans les météorites. Leur voyage à travers le système solaire a été long et tortueux, et c'est un miracle qu'elles aient survécu. Ces minuscules grains ont dû passer peut-être des centaines de millions d'années dans le milieu interstellaire avant de, nous ne savons comment, s'accumuler dans le nuage qui est devenu le système solaire. En plus de s'introduire dans les nuages, ils ont dû survivre à tout le processus de formation du système solaire,
qui a probablement été un événement très violent et à la formation des planètes. Ces grains ont survécu des millions d'années au cours du processus de formation des planètes et ont réussi à surmonter cette histoire si violente. En examinant la poussière, on découvre divers éléments. Ce grain est un cristal de silice. Cette poussière contient du fer et du nickel. Dans certains échantillons, de grandes quantités de carbone ont également été trouvées. Lorsque le système solaire s'est formé, il y a 6 milliards d'années, de nombreux éléments étaient déjà présents. D'où provenait cette poussière? Sa formation a été analysée avec une grande précision. L'origine des grains de poussière a été tracée en suivant leur forme et les éléments qu'ils contiennent. Ils sont les restes d'une étoile qui a explosé à la fin de sa vie. Des morceaux d'au moins 30 étoiles différentes. Nous avons des preuves claires qu'au moins 30 ou 40 étoiles, et peut-être beaucoup plus, ont contribué à la poussière que nous trouvons actuellement dans les météorites. Dans les grains, on peut voir un grand nombre de sources différentes, variées par leur masse, leur âge, et probablement aussi par leur position dans la galaxie. Tout. Ce matériel s'est réuni d'une manière ou d'une autre dans un nuage protosolaire qui a ensuite formé le système solaire et finalement nous-mêmes. C'est un fait incroyable. Dans quelle partie de l'immensité de l'espace cette poussière s'est-elle formée? Les scientifiques ont tourné leur attention vers des objets connus sous le nom de nébuleuses planétaires. L'une d'elles est la nébuleuse Dumbbell, proche du centre de la Voie lactée. Sa forme était à peine discernable et personne ne savait ce que c'était lorsqu'elle a été découverte il y a environ 240 ans. L'amélioration des performances des télescopes a montré qu'elle était composée de poussière et de gaz. Ensuite, on a découvert que la poussière et le gaz entouraient une petite étoile située au centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, on pense que la poussière et le gaz sont les restes d'une étoile antérieure au centre de la nébuleuse, qui a rejeté ses couches extérieures en mourant. Voici la nébuleuse de l'Anneau dans la constellation de la Lyre. Ce sont les restes d'une étoile brûlée qui, autrefois, avait la taille du Soleil. La poussière et le gaz s'étendent sur un diamètre de 10 milliards de kilomètres. Il y a environ 1000 nébuleuses planétaires comme celle-ci dans notre galaxie. L'analyse de la lumière émise par CS nébuleuses montre qu'elles contiennent de grandes quantités de carbone et d'azote. Les nébuleuses planétaires ne sont pas seulement les restes d'étoiles, elles sont également à l'origine de la création de nouveaux éléments. Cependant, il y a une limite au type d'éléments qu'une nébuleuse peut créer. La théorie prédit que dans une nébuleuse, on ne peut pas créer d'éléments plus lourds que l'oxygène, car on pense que la masse des étoiles qui forment les nébuleuses planétaires varie entre une masse similaire à celle de notre Soleil et 8 fois supérieure. La masse de l'étoile a une influence énorme sur les éléments qu'elle produit. Lorsque l'étoile vieillit et que tout l'hydrogène de son cœur s'est transformé en hélium, un changement énorme se produit. La température à l'intérieur augmente, l'étoile commence à s'étendre et devient ce qu'on appelle une géante rouge. Dans notre système solaire, cela correspondrait à une température du cœur de 200 millions de degrés, et le Soleil s'étendrait pour atteindre le diamètre de l'orbite de Vénus. Lorsque cela se produit, l'hélium commence à fusionner, créant de nouveaux éléments. Le carbone est créé, le processus continue, l'hélium se fusionne avec le carbone et crée de l'oxygène. Finalement, l'étoile s'étend tellement que, si c'était le Soleil, elle engloutirait l'orbite de la Terre. À ce stade, la masse de l'étoile n'est plus suffisante pour maintenir l'étoile intacte. La température baisse jusqu'au seuil de fusion, et il ne peut plus se former d'éléments plus lourds que l'oxygène. C'est ainsi qu'une étoile termine sa vie et commence à se désintégrer, libérant dans l'espace du gaz et de la poussière qui contiennent une grande variété d'éléments. Les géantes rouges peuvent produire des éléments jusqu'à l'oxygène, mais elles sont très loin de créer des éléments plus lourds, comme l'or. Elles n'ont pas assez d'énergie pour y parvenir. L'énergie nécessaire pour créer des éléments plus lourds dépasse de loin ce qui se passe dans une géante rouge. Plusieurs étoiles particulièrement brillantes illuminent le ciel nocturne. Antares, qui brille au centre du Scorpion, est 3 fois plus grande qu'une géante rouge. Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, est encore plus grande, plus de 60 fois la taille d'une géante rouge. Les scientifiques pensent qu'à leur mort, une étoile de cette taille libère beaucoup plus d'énergie qu'une géante rouge. Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Voici la salle de contrôle du dernier télescope à haute résolution de la NASA. Le télescope n'est pas sur Terre, mais flotte dans l'espace. L'observatoire de rayons X Chandra a commencé ses observations en 1999. Situé à 100 000 km de la Terre et sans être perturbé par l'atmosphère, le télescope Chandra utilise les rayons X pour observer des objets cosmiques d'une énergie énorme,
telles que les étoiles qui explosent. Cette photo montre le centre d'une galaxie donnée, vue avec un télescope normal. En observant la même zone avec des rayons X, une brume bleutée apparaît. Nous avons maintenant une vue claire du gaz extrêmement chaud qui se concentre autour du centre de la galaxie. Chandra a capturé les derniers instants d'une étoile géante dans la constellation de Cassiopée, connue pour sa forme de W. Ici, nous trouvons Cassiopée A, ce qui reste d'une explosion massive d'une étoile de grande masse. Les étoiles de grande masse terminent leur vie par une explosion. L'observation au rayon X montre que du gaz chaud s'est propagé sur une vaste zone, avec une température atteignant 50 millions de degrés, ce qui nous parle d'une explosion vraiment incroyable. Nous avons vu des éléments se comportant selon un schéma de comportement très clair. Ce fut un moment très excitant lorsque nous avons réalisé ce que les données de Chandra nous révélaient. Dans cette image, nous voyons d'énormes groupes d'éléments très différents. Le point vert indique une prédominance de silicium et de ses dérivés, tandis que les points rouges, ici, semblent indiquer une prédominance de fer. C'était nouveau. Nous n'avions jamais vu cela auparavant. Cela indiquait très clairement qu'il s'agissait d'un matériau nouveau qui venait d'être créé par cette supernova. Silicium, fer, calcium, des groupes de la taille de notre système solaire composés de chaque élément flottent dans les restes d'une étoile morte. De grandes quantités d'éléments, trop lourds pour être créés par des géantes rouges, ont été créés. Les détails du mécanisme produisant ces éléments sont devenus beaucoup plus clairs récemment. Il y a environ 1 million d'années, l'étoile précurseur de Cassiopée était à la fin de sa vie. La température au cœur de l'étoile a soudainement grimpé. La fusion nucléaire a continué sans interruption jusqu'à l'oxygène, comme dans la géante rouge. Lorsque la température a dépassé les 700 millions S de degrés, le néon et le magnésium se sont formés. À 3 milliards de degrés, le silicium, le soufre, l'argon et le calcium ont été créés. Ensuite, à 5 milliards de degrés, le fer s'est formé. Une étoile qui, au départ, ne contenait que de l'hydrogène et de l'hélium, a, à des températures incroyablement élevées, créé des éléments de la table périodique allant jusqu'au fer. Ensuite, une explosion vraiment gigantesque s'est produite. Avec l'énergie de cette explosion, 60 éléments plus lourds que le fer ont été créés en succession rapide. Les éléments nouvellement créés ont formé de la poussière et du gaz qui voyagent dans l'espace à une vitesse incroyable de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Les 90 éléments qui composent le monde existent déjà. Il est étonnant que tous les éléments de la Terre qui nous intéressent, absolument tous, comme le fer, le silicium pour les microprocesseurs, l'oxygène que nous respirons, tout soit produit dans les étoiles, puis soit lancé dans l'espace interstellaire. Tous ces matériaux traversent un processus incroyable, depuis leur création jusqu'à leur arrivée sur notre planète. C'est vraiment stupéfiant, et cela ne cesse de m'émerveiller. Les explosions déterminent la création de tous les éléments qui composent le monde. Elles ont même créé l'or, qui nous fascine tant. Cependant, il reste un mystère concernant l'or. On pense que l'explosion d'étoiles comme Cassiopée A ne produit qu'une petite quantité d'or. Il semble difficile de croire que tout l'or de l'univers provienne uniquement de ces explosions. Certains scientifiques pensent qu'il existe peut-être des endroits dans l'univers où l'énergie dépasse largement celle des étoiles qui explosent. L'astrophysicien Stefan Roswag pense qu'une énergie bien plus grande que celle des explosions d'étoiles est nécessaire pour créer tout l'or qui existe. Où, dans l'univers, cela pourrait-il se produire? Les gens se demandent quand cela aurait pu se produire. Parmi les scénarios proposés, on trouve les supernovas. Mais pour qu'une telle explosion se produise, des conditions très particulières de température et de densité sont nécessaires. Des conditions très difficiles à atteindre. Roswag s'est intéressé à un type particulier d'étoile qui reste après l'explosion d'une étoile massive. Voici la nébuleuse du Crabe, dans la constellation du Taureau. C'est le reste d'une étoile qui a explosé il y a environ 950 millions S d'années. Elle s'est étendue pour atteindre 10 fois la taille de notre système solaire et brille d'une couleur éclatante. Au centre du reste, un point blanc est visible. Une explosion massive a provoqué la compression du cœur de l'étoile, créant une étoile spéciale connue sous le nom d'étoile à neutrons. Ces étoiles ont un diamètre très petit, d'environ 10 km, mais sont faites d'une matière si dense qu'une seule cuillère pourrait peser 1 milliard de tonnes. Roswag se demande si la collision de deux étoiles à neutrons pourrait libérer une quantité inimaginable d'énergie, capable de créer de l'or. Il a utilisé un superordinateur pour simuler un tel événement. Tandis qu'elles tournent l'une autour de l'autre, deux étoiles à neutrons se rapprochent lentement. Lorsqu'elles se trouvent à 100 km de distance, l'équilibre gravitationnel est rompu et la collision commence.
La température au centre de la collision atteint 1 billion de degrés, l'une des températures les plus élevées de l'univers. La matière qui formait les étoiles à neutrons est libérée, formant un énorme tourbillon qui tournoie dans l'espace. L'or se forme dans les bras de ce tourbillon. Les substances entrent en collision avec une énergie immense, se transformant immédiatement en or, puis se dispersent dans tout l'univers. C'est fascinant de penser que les objets que nous utilisons dans notre vie quotidienne, comme l'or, le platine et d'autres métaux précieux que nous utilisons dans les bijoux, ont peut-être été créés il y a des milliards d'années lors d'événements aussi exotiques que les explosions violentes résultant de la collision de deux étoiles à neutrons. Ces événements exotiques ont peut-être créé des métaux et des éléments que nous utilisons dans notre vie quotidienne. C'est vraiment stupéfiant. Je pense que si ces éléments, comme l'or, le platine et d'autres métaux précieux, sont si coûteux sur Terre, c'est parce que les collisions d'étoiles à neutrons, si c'est bien ainsi qu'ils sont produits, sont des événements très rares. C'est très difficile de créer ces éléments dans les étoiles à neutrons, provenant d'un système binaire d'étoiles à neutrons, et c'est pourquoi ils sont si rares et si chers sur Terre. Les 15 milliards d'années d'histoire de l'univers racontent l'histoire d'une accumulation progressive d'éléments créés par les étoiles. L'univers, à ses débuts, était un monde composé uniquement d'hydrogène et d'hélium. À un moment donné, soudainement, un grand nombre d'étoiles sont nées. Les points blancs sont des étoiles, et les lumières scintillantes indiquent des explosions stellaires. Les explosions se poursuivent sans fin. Cet immense nombre d'étoiles a créé de plus en plus d'éléments nouveaux. Une nébuleuse planétaire se dilate lentement, puis se dissipe progressivement. Des étoiles géantes explosent et se propagent dans l'espace. Des étoiles à neutrons entrent en collision et se désintègrent en morceaux. Tout cela contribue à l'augmentation énorme des éléments dans l'espace. À travers la mort de ces étoiles, l'univers, qui autrefois n'était composé que d'hydrogène et d'hélium, s'est enrichi d'une multitude d'éléments. Notre système solaire est né il y a 6 milliards d'années par la concentration de gaz et de poussière. Comment ce gaz et cette poussière, formés par l'explosion d'étoiles et dispersés dans tout l'univers, se sont-ils rassemblés? Nous avons appris que la mort des étoiles joue également un rôle crucial dans ce processus. Voici le radiotélescope Nanten de l'Université de Nagoya, dans les Andes chiliennes. Nanten n'est pas très grand avec ses 4 mètres de diamètre, mais c'est le plus sensible au monde. Les radiotélescopes peuvent analyser avec précision la poussière et le gaz qui n'émettent pas de lumière propre. L'extraordinaire sécheresse de la cordillère des Andes en fait l'endroit idéal pour capter les ondes radio très faibles provenant de l'espace. Depuis sa mise en service en 1996, l'observatoire fonctionne sans interruption. Nanten étudie le mécanisme par lequel la poussière et le gaz se concentrent dans la Voie lactée. Une grande quantité de données accumulées par Nanten est analysée ici. Voici la Voie lactée telle qu'on la voit depuis l'hémisphère sud. Voyons ce qui se passe lorsqu'on superpose l'image observée par Nanten. Ce qui apparaissait simplement comme de l'obscurité au milieu de la Voie lactée est rempli de poussière et de gaz lorsque l'on observe avec un radiotélescope. Ce qui apparaissait simplement comme de l'obscurité au milieu de la Voie lactée est rempli de poussière et de gaz lorsque l'on observe avec un radiotélescope. La concentration de poussière et de gaz est très élevée dans les zones rouges de l'image. Le professeur Yoshiaki Sofue est le chef de l'équipe de recherche qui mène CS Observation. Il a étudié la répartition de la poussière et du gaz dans la Voie lactée et a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont ils se rassemblent. Voici la région de la nébuleuse de la Carène, dans la constellation du même nom. En utilisant les données des observations, un modèle en 3 dimensions de la poussière a été créé. Les zones de forte concentration de poussière et de gaz sont représentées sous forme de coquilles sphériques, semblables à la coquille d'un œuf. Pourquoi ces particules se rassemblent-elles de cette manière? Le professeur Sofue pense que cela est dû à l'explosion des étoiles. Imaginons une explosion extrêmement puissante se propageant à grande vitesse à travers la Voie lactée. Mais la Voie lactée est remplie de gaz légers qui existaient avant l'explosion. L'explosion comprime ces gaz légers, les condensant des milliers, voire des dizaines de milliers de fois, jusqu'à les transformer en un gaz extrêmement dense. Au début, la poussière et le gaz se propagent dans l'espace avec une faible densité. Ensuite, une étoile explose. Lorsque l'explosion se produit, son énergie crée une onde de choc d'une puissance immense, qui comprime la poussière et le gaz flottant dans l'espace. À mesure que les étoiles explosent, elles créent progressivement des zones de poussière et de gaz plus denses. Les explosions stellaires aident à rassembler ce gaz épars en amas plus compacts.
Le professeur Sofu pense que la nébuleuse de la Carène est l'un de ces amas. En observant la nébuleuse de la Carène, les astronomes ont découvert qu'il s'agit de la région de formation d'étoiles la plus active de la Voie lactée. Les explosions d'étoiles, en plus de créer des éléments, aident à rassembler ces éléments pour former de nouvelles étoiles. Il y a ici 200 ou 300 étoiles, chacune avec une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil, qui se sont formées soudainement et simultanément. C'est quelque chose que nous commençons à voir. Ainsi, bien qu'une étoile meure, c'est sa mort qui comprime le gaz et concentre les matériaux, ce qui conduit à la formation de la prochaine génération d'étoiles en un court laps de temps. En 5 ans d'existence, l'observatoire Nanten a découvert de nombreuses dizaines de ces coquilles laissées par des étoiles qui ont explosé. Ces coquilles jouent un rôle très important dans la naissance de nouvelles étoiles. Notre système solaire pourrait être né de l'une de ces coquilles. Notre système solaire a commencé à se former il y a 6 milliards d'années à partir d'énormes quantités de poussière et de gaz. Des morceaux de matière provenant d'innombrables étoiles éteintes ont voyagé à travers l'immensité de l'espace et se sont rassemblés ici. Finalement, la Terre et le Soleil se sont formés. Les éléments qui composent notre corps et toute forme de vie ont été créés dans la chaleur brûlante des étoiles en fin de vie. Ces matériaux ont été transportés jusqu'à nous depuis des millions d'étoiles, à travers un temps et une distance inimaginables. Ceux qui vivent aujourd'hui sont les héritiers de l'héritage des 15 milliards d'années d'histoire de l'univers. L'univers, à l'origine, n'était composé que d'hydrogène et d'hélium. Puis, soudainement, des myriades d'étoiles se sont formées. Les points blancs représentent les étoiles. Les éclairs lumineux indiquent des explosions stellaires. Les explosions se sont poursuivies sans relâche. Ce nombre immense d'étoiles a créé de plus en plus de nouveaux éléments. Une nébuleuse planétaire se dilate lentement, puis se dissipe progressivement. Des étoiles géantes explosent et se dispersent dans l'espace. Des étoiles à neutrons entrent en collision et se disloquent en morceaux. Tout cela contribue à l'augmentation spectaculaire des éléments dans l'espace. Par la mort de ces étoiles, l'univers, autrefois composé uniquement d'hydrogène et d'hélium, s'est enrichi d'une multitude d'éléments. Notre système solaire est né il y a 6 milliards d'années par la concentration de gaz et de poussière. Comment ces gaz et poussières, formés par l'explosion des étoiles et dispersés dans l'univers, se sont-ils réunis à nouveau? Ici encore, la mort des étoiles joue un rôle crucial. Voici le radiotélescope Nanten de l'Université de Nagoya, situé dans les Andes chiliennes. Bien que Nanten ne mesure que 4 mètres de diamètre, il est le plus sensible au monde. Les radiotélescopes peuvent analyser avec précision la poussière et les gaz qui n'émettent pas leur propre lumière. L'extraordinairement sèche chaîne des Andes est l'endroit idéal pour capter les faibles ondes radio venant de l'espace. Depuis son achèvement en 1996, l'observatoire Nanten a fonctionné sans interruption. Nanten étudie le mécanisme par lequel la poussière et les gaz se regroupent dans la Voie lactée. Ici, au laboratoire, on analyse la grande quantité de données accumulées par Nanten. Voici la Voie lactée vue depuis l'hémisphère sud. Voyons, ce qui apparaît lorsqu'on superpose l'image observée par Nanten. Ce qui apparaissait simplement comme de l'obscurité au milieu de la Voie lactée est en réalité rempli de poussière et de gaz lorsque l'on observe avec un radiotélescope. La concentration de poussière et de gaz est très élevée dans les zones rouges de l'image. Le professeur Fukui est le chef de l'équipe de recherche à l'observatoire. Il a étudié la répartition de la poussière et du gaz dans la Voie lactée et a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont ils se rassemblent. Voici la région de la nébuleuse de la Carène, dans la constellation du même nom. En utilisant les données des observations, un modèle en 3 dimensions de la poussière a été créé. Les zones de forte concentration de poussière et de gaz sont représentées sous forme de coquilles sphériques, semblables à la coquille d'un œuf. Pourquoi ces particules se rassemblent-elles de cette manière? Le professeur Fukui pense que cela est dû à l'explosion des étoiles. Imaginons une explosion extrêmement puissante se propageant à grande vitesse à travers la Voie lactée. Mais la Voie lactée est remplie de gaz légers qui existaient avant l'explosion. L'explosion comprime ces gaz légers, les condensant des milliers, voire des dizaines de milliers de fois, jusqu'à les transformer en un gaz extrêmement dense. Au début, la poussière et le gaz se propagent dans l'espace avec une faible densité. Ensuite, une étoile explose. Lorsque l'explosion se produit, son énergie crée une onde de choc d'une puissance immense qui comprime la poussière et le gaz flottant dans l'espace. À mesure que les étoiles explosent, elles créent progressivement des zones de poussière et de gaz plus denses.
Les explosions stellaires aident à rassembler ce gaz épars en amas plus compacts. Le professeur Fukui pense que la nébuleuse de la Carène est l'un de ces amas. En observant la nébuleuse de la Carène, les astronomes ont découvert qu'il s'agit de la région de formation d'étoiles la plus active de la Voie lactée. Les explosions d'étoiles, en plus de créer des éléments, aident à rassembler ces éléments pour former de nouvelles étoiles. Il y a ici 200 ou 300 étoiles, chacune avec une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil, qui se sont formées soudainement et simultanément. C'est quelque chose que nous commençons à voir. Ainsi, bien qu'une étoile meure, c'est sa mort qui comprime le gaz et concentre les matériaux, ce qui conduit à la formation de la prochaine génération d'étoiles en un court laps de temps. En 5 ans d'existence, l'observatoire Nanten a découvert de nombreuses dizaines de ces coquilles laissées par des étoiles qui ont explosé. Ces coquilles jouent un rôle très important dans la naissance de nouvelles étoiles. Notre système solaire pourrait être né de l'une de ces coquilles. Notre système solaire a commencé à se former il y a 6 milliards d'années à partir d'énormes quantités de poussière et de gaz. Des morceaux de matière provenant d'innombrables étoiles éteintes ont voyagé à travers l'immensité de l'espace et se sont rassemblés ici. Finalement, la Terre et le Soleil se sont formés. Les éléments qui composent notre corps et toute forme de vie ont été créés dans la chaleur brûlante des étoiles en fin de vie. Ces matériaux ont été transportés jusqu'à nous depuis des millions d'étoiles, à travers un temps et une distance inimaginables. Ceux qui vivent aujourd'hui sont les héritiers de l'héritage des 15 milliards d'années d'histoire de l'univers. À ce stade, n'avez-vous pas vu cet autre documentaire sur l'espace? Je ne le manquerai pas, hein?